Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons dans ce studio un journaliste, un ancien dirigeant média qui vient nous parler d'un président qui a profondément bouleversé et modernisé aussi la politique. Souvenez-vous, c'était en 1974. Bonjour Patrice Duhamel. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Merci. Alors Giscard, de vous à moi, les confidences d'un président, c'est le titre du documentaire que France 5 diffuse le dimanche 19 mai à 22h30. Alors vous en êtes l'auteur et on y voit l'ancien chef de l'État, c'est vrai, commenter les grandes étapes de sa vie politique. La première question que je voulais vous poser est la suivante. Quel lien entreteniez-vous avec Valéry Giscard d'Estaing ? Des liens professionnels jusqu'à son départ. Oui. C'est-à-dire que j'ai commencé en étant journaliste économique parce que j'avais fait une licence de sciences éco et naturellement dans cette fonction-là je l'ai suivi quand il était ministre des Finances et puis quand il s'est présenté, comme j'avais l'habitude de le suivre dans ses déplacements, dans ses activités, tout naturellement j'ai suivi sa campagne et comme il a été élu, à ce moment-là je suis devenu journaliste politique. Donc des liens professionnels. Contrairement à la légende qui a couru sur les relations entre Giscard et les frères Duhamel, mon frère Alain et moi, où on le connaissait bien, puisque président de la République, mais on en a connu aussi d'autres. On a très bien connu Mitterrand, Sarkozy, etc. Mais moi, au début, je suivais l'Élysée, donc je le connaissais bien. Mais après son départ, c'était plutôt des liens amicaux et c'est à partir de ce moment-là que je l'ai beaucoup fréquenté, beaucoup vu. Et quel souvenir vous gardez de ce président-là ? Alors il avait la réputation d'être froid parfois aussi chaleureux, c'est vrai, il s'invitait à la table des Français chaque semaine. C'était, je vais surprendre peut-être vous et vos téléspectateurs, c'était un grand timide en réalité. Ah oui. Et donc, les gens avaient le sentiment qu'il faisait des efforts pour être proche des Français. Pour ça qu'on lui reprochait une distance, ses adversaires disaient une arrogance, etc. En réalité, il était vraiment timide. Très grande taille, elle est très grande. Je ne vais pas faire de la sociologie de bistrot, mais de la psychologie de bistrot, mais les très grands sont souvent assez timides parce qu'il y a forcément une distance avec les gens qui le. Et puis simplement, ils sont très regardés, forcément. Qui les regardent comme ça, et ils sont très regardés. En plus, donc un président grand. Ça impressionne. Et donc, il faisait beaucoup d'efforts pour se rapprocher des Français, les dîners chez les Français, etc. Et donc, c'était quelqu'un de tout à fait chaleureux, voire affectueux, mais comme souvent avec les hommes politiques, assez loin de l'image qu'il donnait comme président de la République. Et vous vous souvenez de la dernière fois où vous l'avez vu ? Avant sa disparition, peut-être La dernière fois que je l'ai vu, c'est quelques mois avant sa disparition. Oui. Dans quel cadre ? C'était pour... alors, j'avais fait une interview pour un documentaire sur les 100 jours des présidents de la République. Et donc, je l'avais interrogé là-dessus parce que il a fait beaucoup de choses dans les 100 premiers jours. La libéralisation de l'avortement, le droit de vote abaissé à 18 ans, la réforme du divorce, la création du Conseil européen, etc., etc. Beaucoup de décisions très rapides sur le plan national et sur le plan international. Et donc, ça m'intéressait de l'interviewer là-dessus, ce que j'ai fait. Et puis, je l'ai revu peu de temps après, mais il commençait à être fatigué, mais le cerveau fonctionnait toujours à une vitesse supersonique. C'est très impressionnant. Les grands cerveaux, c'est extrêmement impressionnant. Effectivement, c'est assez impressionnant aussi la façon et le regard qu'il pose sur sa carrière politique. On va en parler dans quelques instants avec vous, Patrice Duhamel, mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentés aujourd'hui par Sarah Lecoeuvre. Allez Sarah, on commence les infos médias avec les syndicats de France Télévisions qui appellent à la grève. Et oui, après ceux de Radio France, eh bien, les syndicats de la télé ont déposé un préavis de grève pour les 23 et 24 mai, jour où le projet gouvernemental de fusion de l'audiovisuel public doit être examiné à l'Assemblée nationale. La CFDT, la CGT, FO et le CNJ exigent le retrait du projet de fusion. La ministre de la Culture, je vous le rappelle, Rachida Dati, défend en effet une sorte de BBC à la française,
française qui regrouperait dans un même pôle France Télévisions, Radio France, mais aussi France Média Monde et l'INA. Alors un projet, s'il était voté, qui pourrait être effectif à partir du 1er janvier 2026. Alors Patrice Duhamel, vous avez été directeur général de France Télévisions de 2005 à 2010, si mes souvenirs sont bons. Absolument. Et auparavant, directeur général de Radio France. Aussi, exactement. Vous êtes passé par la radio, l'image et le son. Quel regard vous portez sur cette fusion annoncée? Est-ce que vous y êtes favorable? J'y suis favorable pour deux raisons. La première, c'est qu'il est utile que des médias complémentaires puissent travailler ensemble sur un certain nombre de choses. Alors, il y a ce qu'on appelle les fonctions support, donc là, c'est assez évident. Oui. Tout ce qui relève des finances, de la technique, de la production, etc. Et puis, sur le plan éditorial, c'est deux grandes maisons que j'ai beaucoup aimées, et Radio France et France Télévisions. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en commun. Vous parliez de la période où j'étais directeur général. Oui. Mon ami Patrick de Carolis, c'était le président. Absolument. Un des anciens patrons de cette maison, puisqu'il a été directeur général du Figaro Magazine quand j'en étais l'éditeur. Et nous, on avait fait une réforme qui s'appelait l'entreprise unique, puisque quand on était arrivé, il y avait France 2, France 3, France 4, France 5, et on avait regroupé tout ça. Il y avait une loi à cette occasion-là, c'était sous Sarkozy, pour créer l'entreprise unique. Donc ce qui se passe là, c'est une étape qui suit. C'est la continuité de ce qu'on avait voulu faire. C'est très important quand des médias sont complémentaires, à la fois de regrouper leurs forces, mais aussi de conserver leur identité. C'est la crainte aussi des radios, spécifiquement, de France Culture, de France Inter. Ils ont peur de perdre leur identité. Oui, mais... Et puis, que des postes soient supprimés, évidemment. Prenez l'exemple de Radio France. Il y a deux grands orchestres de très grande qualité, deux orchestres symphoniques. Oui. Bon, ils vont, grâce à la fusion... et à la holding d'abord et la fusion après, puisque ça va se faire en deux étapes. Absolument. La fusion, c'est 2025, je crois. Holding 2025 et fusion ensuite, 2026, voilà. Ils vont pouvoir avoir l'opportunité, moi je suis plus le patron, c'est au patron de le décider, mais d'avoir des fenêtres de diffusion et plus de présence sur les antennes de la télévision publique, par exemple. Mais il y a aussi des émissions en commun. J'ai donné une interview hier pour une très bonne émission qui s'appelle Affaires sensibles, qui est une forme de coproduction avec l'émission de radio. Oui, c'est vrai. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Avec Fabrice Drouel, absolument. Voilà. Tout à fait. Alors c'est vrai que le service public est très critiqué ces derniers mois. On le voit de la part de certaines chaînes d'information en continu, de la part de certains groupes privés. Est-ce que vous pensez que le service public est trop à gauche aujourd'hui ? Patrice Duhamel, c'est le reproche qu'on fait souvent à France Télé. Le service public, je l'ai connu à des périodes successives, parce que j'y étais entre 69 et 81. Après, j'ai quitté en 81 pour les raisons que les téléspectateurs peuvent deviner. Je n'étais pas le seul. Il y a eu une chasse aux sorcières, mais il y en a eu dans tous les sens, des chasses aux sorcières. Enfin là, en 81, elle était costaud. Et après, j'ai dirigé d'abord l'antenne de France 3, puis l'antenne de France 2. Puis je suis allé à Radio France et je suis revenu pour France Télévisions. Donc ça a toujours été critiqué, et Radio France et France Télévisions. Donc c'est à gauche ou pas Non, il y a toutes les sensibilités, mais vous savez, les chaînes... mais les compléments d'enquête, là, récemment, c'est ce qui est aussi évoqué. Ils tapent toujours sur les mêmes. Les Cyril Hanouna, Vincent Bolloré, Jordan Bardella... C'est pour ça que aussi on accuse. Moi, je pense que ce sont des maisons indépendantes, et je disais toujours que j'ai aussi dirigé des rédactions à la 5 privée, à RMC, etc. L'indépendance, elle est dans la tête des journalistes. On ne dit pas à des journalistes vous devez être indépendants, ils le sont ou ils le sont pas. Et la plupart du temps, ils le sont. Point 2, il y a des interventions extérieures tout le temps. On parle souvent des interventions politiques, mais il y a aussi des interventions économiques, avec la pub, etc. Point 3, les journalistes, ils ont leur sensibilité. Donc dire qu'ils n'ont pas de sensibilité, ça serait absurde. Mais il y a du pluralisme. Il y a sûrement, évidemment, des journalistes de sensibilité de gauche, et à Radio France et à France Télévisions, c'est une évidence. Il y en a aussi qui sont de sensibilité centriste, il y en a qui sont de sensibilité plus à droite. Mais il faut que le pluralisme fonctionne. Alors il y a des émissions qui plaisent et puis d'autres qui ne plaisent pas. Voilà, c'est le service. Mais vous savez, c'est très difficile quand vous avez 4 chaînes de télévision, quand vous avez X, je ne sais plus combien il y a de chaînes de radio à Radio France,
Ouais, beaucoup France Musique, France Culture, le Move, France Inter, France avec Info, le Move. FIB. C'est que des très bonnes radios, mais voilà, il faut que tout ça fonctionne ensemble. Ouais. Mais je pense pas que l'idée... De toute façon, si c'était ça, ça ne fonctionnerait pas. Je ne pense pas du tout que l'idée, ça soit de dire on fait un ensemble commun, puis on va leur dire il faut que vous pensiez ça et que vous fassiez ça. C'est pas comme ça que simplement, fonctionne ça permettrait les médias. peut-être d'éradiquer certains doublons qu'on voit sur certaines chaînes aussi du service public, faire des par exemple, économies, lorsque vous c'est ça avez l'idée. voilà, des grands événements d'actualité qui sont sur deux chaînes du service public. Moi, je suis très attaché à la différence du service public, surtout. Je pense que le plus beau slogan pour la télévision publique ou pour la radio publique, c'était l'ancien slogan de France Inter qui c'était « Écoutez la différence ». La télévision pourrait dire « Regardez la différence ». Mais je pense que j'ai un très bon ami qui était professeur d'université, qui a été membre du CSA, qui s'appelle Francis Ball, grand universitaire, spécialiste des médias, qui avait donné cette définition de l'audiovisuel public. Il avait dit l'audiovisuel public doit faire ce que les autres ne font pas et doit faire différemment ce que les autres font aussi. Il faut que le service public soit différent et il faut qu'il tire vers le haut. Voilà. Si ces objectifs-là sont atteints, eh bien, le succès est au rendez-vous. C'est votre recommandation. On termine ces news médias très rapidement. Juste un mot sur la date de la... Vous avez raison de dire que c'est au moment du débat sur l'audiovisuel public, mais le 23 mai, et c'est sans doute pas étranger, c'est aussi le débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Absolument, vous avez raison. C'est pas anodin. Tout à fait, l'événement. On poursuit et on termine ces infos médias avec M6 qui relance une émission de télé-réalité qu'on peut qualifier de mythique. Ah bah oui, je ne sais pas si vous connaissez Patrice Duhamel. Qui veut épouser mon fils? C'était diffusé sur TF1 entre 2010 et 2015. Eh bien, dans une interview... Je connais de nom, mais je ne pense pas l'avoir regardé. Même par curiosité. Dans une interview à Pure Média, Frédéric Devincel, qui est le directeur des programmes de M6, annonce avoir récupéré le format. Alors, il réfléchit encore au canal où pourrait bien sûr vivre cette émission, soit sur M6+, qui est la nouvelle plateforme, soit sur W9, qui est une autre chaîne du groupe. Delphine Vespizer, ancienne Miss France et présentatrice de l'Île de la Tentation, déjà, serait à la tête de ce programme. Vous regardez un peu la télé-réalité ou pas, Patrice Duhamel? Jamais. Franchement pas. D'ailleurs, je parlais de différence entre le public et le privé. Je pense que, par exemple, la télé-réalité n'a pas du tout sa place sur le service public. En tout cas, moi, quand j'étais directeur général, et d'ailleurs les successeurs non plus, quand le loft est arrivé, vous vous êtes pas dit on va faire notre loft sur le service public. Mais vous regardez un peu quand même les chaînes d'information continue. Je regarde les chaînes d'information, notamment... LCI pour la politique étrangère, BFM pour voir mon fils Benjamin et mon frère aîné Alain. Qui est excellent d'ailleurs, Alain et Benjamin sont très bons dans... Je leur ferai passer le message. Si vous le voulez. Bon, ils viennent de temps en temps nous voir. Je regarde l'information du service public pour y voir ma femme. C'est vrai, Nathalie Saint-Cric. Vous avez du monde à voir dans la famille. Non, je regarde un peu de fiction et beaucoup de documentaires, soit en direct, soit beaucoup en replay. Mais vous arrivez à parler autre chose que de politique lors des dîners de Noël, avec tous ces membres de la famille qui gravitent autour de la planète politique? On parle un peu de politique, on parle de la famille, on parle de sport, on parle de cinéma, on parle de théâtre, on parle de la vie tout court. Parce que quand on parle politique tous ensemble, il y a deux solutions. Ou c'est de la langue de bois, ou on s'engueule. Vous avez des sensibilités différentes, quoi. Oh bah oui, c'est normal. Alors, qui est le plus progressiste et qui est le plus réac dans la famille? Dites-nous tout. Il n'y a pas de réac. Il n'y a pas de réac chez vous. Non. Le plus progressiste, je pense, c'est ma femme. Ah, Nathalie Saint-Cric, donc, qui est un peu plus progressiste. Et c'est vrai, alors on parlait de Benjamin Duhamel, qui, c'est vrai, prend beaucoup d'ampleur sur BFM TV. On l'a connu en tant qu'éditorialiste autour de la table. Et aujourd'hui, il présente plusieurs émissions sur BFM TV. Il est appelé sur des opérations spéciales politique sur des grands événements, il anime des débats maintenant, et aujourd'hui c'est vrai que ses détracteurs lui reprochent son nom de famille quelque part, d'être pistonné. Vous, ça vous blesse en tant que papa d'entendre ce genre de choses? C'est totalement inexact. Il a été diplômé de Sciences Po, il a suivi un parcours qui est tout à fait logique, normal. Alors c'est vrai qu'il vient d'avoir 30 ans, donc les fonctions qu'il exerce sont très importantes à cet âge-là.
Mais moi, à 30 ans, j'étais chef du service politique de TF1. Voilà. Après, il a vécu dans un contexte où on apprend des choses, et donc la culture politique et historique, il a baigné dedans. Mais vous n'avez jamais passé un coup de fil pour... C'est pas pour ça que... vous savez, quand j'ai été nommé directeur général de France Télévisions, ma femme y était, je crois, chef adjoint du service politique. Elle y était depuis 92. Et moi, j'ai été nommé directeur général en 2005. Il y a aussi des gens qui ont dit que c'est moi qui l'avais nommée, alors qu'elle était là 13 ans plus tôt. Donc voilà, il faut mettre l'église au milieu du village. Voilà, mais c'est inévitable, ce genre de choses. Parfois, ça se retrouve même dans des interviews. Sarah Knafo, qui l'a reçue récemment, oui, en a parlé. Ça vous fait quoi quand vous regardez ça? Vous savez, moi, quand au bout de quelques années, et notamment l'élection de Giscard, j'ai fait référence tout à l'heure, on parlait des frères Duhamel, mon frère Alain et moi, parce qu'on faisait des analyses politiques à la même période, sur les mêmes événements, lui sur Antenne 2 et moi sur TF1. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où, quand les gens nous aimaient pas trop, ils voyaient un frère sur la une, un frère sur la 2. Au journal de 20h, ça avait peut-être... Il y a un air de famille, quoi. Vous pouvez pas vous renier mutuellement, c'est ça qui est compliqué. Donc, voilà, mais bon, c'est des familles, je veux dire, non, alors, ce qui est étonnant, c'est que ça ne choque pas, ou ça choque moins, quand ce sont des familles qui sont dans le sport, dans le cinéma, dans le théâtre, dans la culture de manière générale, en politique, dans l'économie. Il y a aussi dans l'économie des familles, voilà. Ça choque beaucoup moins. Donc il faut prendre ça avec beaucoup de distance. En tout cas, si vous êtes sur ce plateau, Patrice Duhamel, c'est aussi pour nous parler de Giscard, de vous à moi, les confidences d'un président. C'est tout de suite dans la grande interview du Buzz TV. Donc notez bien la date, c'est le dimanche 19 mai à 22h30, vous en êtes l'auteur. Le jour anniversaire de l'élection de Giscard en 1974. C'est ça, exactement. Le même dimanche 19 mai. Voilà, et même en première partie de soirée, il y aura déjà un premier documentaire sur Valéry Giscard d'Estaing. Très bon documentaire sur la campagne de 74. Absolument, c'est ça. C'est vraiment une soirée consacrée à l'ancien président de la République. Son élection, vous l'avez rappelé, c'était en 1974. Et il en parle vraiment sans langue de bois dans ce documentaire. Il parlait aussi de sa défaite face à François Mitterrand, son célèbre au revoir aussi, qui a été, on va dire, un petit peu popularisé pour le jeune public dans Les Enfants de la télé sur TF1. Quel visage de l'ancien chef de l'État on va vraiment découvrir? Est-ce qu'on va vraiment découvrir quelqu'un de nouveau ce dimanche? On va couvrir quelqu'un qui parle très librement, qui parle très sincèrement, de manière très authentique. On a tourné avec un réalisateur qui est un très grand réalisateur, Gabriel Le Baumin, qui a fait à la fois des films de cinéma et des grands documentaires historiques dans plusieurs lieux, depuis Janson de Sailly, où Giscard était lycéen au début de la guerre, jusqu'à son bureau de la rue de Rivoli quand il était ministre des Finances, ou à son dernier bureau à Boulevard Saint-Germain à Paris, dans des lieux différents où il a exercé des fonctions différentes. Donc je pense qu'il se sentait assez bien dans ces lieux-là, et ça lui faisait plaisir d'y retourner. Par exemple, je l'interroge sur la terrasse de la rue de Rivoli qui donne sur le Louvre, sur la pyramide du Louvre, là où il a appris qu'il était élu président en fin d'après-midi le 19 mai, donc 74. Et il se souvenait très bien de ce moment. Et il est tout seul. Il avait un gros transistor pour écouter la radio. Et il se trouve tout seul. Il est tout seul, il regarde la télévision tout seul. Au moment où il regarde la télévision, il sait qu'il est élu quand même. C'est la télévision à 20h traditionnellement. Et je lui dis, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Et je sais qu'il a été une sincérité, parce que je lui avais déjà posé la question 50 ans plus tôt. Et il me dit, ce que j'ai ressenti, c'est la solitude. La solitude. Il me dit, à partir du dimanche 19 mai à 20h, je suis un homme seul. Alors, bien entendu, il a toujours sa vie de famille, ses amis, ses activités, et ça m'a frappé avec tous les présidents. Je les ai tous connus, j'en parle dans mon dernier livre, parce que sur les relations entre les présidents et les premiers ministres. Le chat et le renard, absolument. Voilà. Et je les ai tous connus, sauf De Gaulle. Malheureusement, mais bon, c'était un problème de génération. Et quand je leur en parlais, ils m'ont tous dit ça.
la solitude du pouvoir, pas seulement parce que le président est le seul à pouvoir appuyer sur le bouton en cas de conflit nucléaire, c'est aussi parce qu'on le voit sur tous les grands événements, et ben ça remonte au président et il est le seul à trancher et il prend tout sur lui. Les succès et les échecs. Et les échecs en 1981, là aussi, il est encore seul lorsqu'il apprend qu'il perd face à François Mitterrand. Et on se souvient bien évidemment de son célèbre « Au revoir » dont vous faites référence dans le documentaire. Quel regard pose-t-il sur cette mise en scène quelques décennies plus tard? Alors, il était très méticuleux. Il s'intéressait beaucoup aux détails de la télévision. Parce que c'est une période où la télévision devient, pas seulement dans le débat politique, mais vraiment rentrée chez les Français. Ça a commencé sous Pompidou, bien évidemment, à la fin de De Gaulle, sous Pompidou, mais encore plus avec Giscard. Mais lui, c'était le premier à vraiment l'utiliser. Donc la communication, De Gaulle l'avait envoyé voir Kennedy en 62 à Washington, où il était allé payer la dernière traite que la France devait aux États-Unis. Et il avait parlé avec Kennedy, qui lui avait dit, par exemple, sur sa campagne une présidentielle, il avait dit à Giscard, si un jour vous faites campagne, ça arrivera 12 ans plus tard, je n'ai qu'une chose à vous dire, faites une campagne joyeuse. Et c'est vrai que Giscard a fait une campagne joyeuse. Mais dans la communication, il était extrêmement méticuleux. Et, par exemple, je peux vous révéler que pour ce au revoir qui a été effectivement source d'ironie, d'humour, de critiques de toute nature, il avait fait une note au réalisateur en disant voilà, je vais me lever, etc. Alors il me disait toujours, mais dans le petit trajet, entre la table et la porte, je n'avais pas mesuré la longueur. Et effectivement, ça durait très très longtemps, le temps que la Marseillaise joue. Effectivement, et il s'amusait lui-même de ce qu'il appelait ce petit trajet. Et les vœux du 31, c'est lui aussi, les vœux télévisés. Alors, les vœux télévisés existaient avant Giscard, mais il les a un peu renouvelés. Ou modernisés, il y en a eu avec sa femme. Ils n'étaient pas très à l'aise tous les deux. Elle-même, toujours reconnu que c'était pas très exactement confortable comme position. Ce qu'elle aimait faire. Mais oui, il a modernisé, renouvelé beaucoup de choses. C'est le premier qui n'était pas en habit, pour la cérémonie d'investiture. Le premier dont la photo officielle n'était pas dans la bibliothèque de l'Élysée en habit, avec la main posée sur des livres, mais en extérieur avec un grand photographe, Jacques-Henri Lartigue, etc. Il a beaucoup ouvert les portes que Pompidou avait déjà entrouvertes, voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait un gros contraste avec la période de Gaulle, évidemment. Mais Patrice Duhamel, est-ce que vous êtes nostalgique de cette période-là? Parce que quand on regarde le documentaire, et je suis sûr que les téléspectateurs qui nous regardent et qui regarderont ce documentaire se feront cette idée, on a l'impression qu'il y avait quand même un niveau intellectuel qui était quand même bien supérieur à l'époque. Lorsqu'on écoute Valéry Giscard d'Estaing prendre la parole dans des meetings, etc., on sent que vraiment il y a un art oratoire assez certain. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que c'est encore le cas dans la planète politique? Alors, moi, j'aime pas être nostalgique, mais en même temps, il faut avoir de la mémoire. Et là, on est dans une campagne européenne. On est à 3 semaines des européennes. 2 semaines, les premières élections européennes que j'ai suivies, j'ai animé des débats, etc., 1979, les têtes de liste, c'était François Mitterrand, Simone Veil, Jacques Chirac, Georges Marchais. Et les débats, c'était ces 4 personnalités. Que des tribuns. Je ne veux pas être du tout désagréable avec les têtes de liste actuelles, mais c'est vrai que le niveau n'est pas exactement le même sur le plan de la dimension historique, de la vision politique, quelle que soit leur sensibilité d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous pensez de Jordan Bardella, qui est la figure montante en politique? Il a seulement 28 ans, il est tête de liste aux élections européennes et il atteint des scores, les sondages, je crois qu'ils sont à 31, 32%. Il fait la course en tête largement. Il fait la course en tête pour le Rassemblement national. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un animal politique? Il maîtrise, c'est un peu tôt pour dire... J'aimerais, en même temps, je n'aimerais pas, parce que je suis totalement hostile personnellement à la politique et au projet du Rassemblement national, mais il faudrait les voir à l'œuvre vraiment pour juger sur pièce. Pour l'instant, ils n'ont pas gouverné. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, ils font ces scores. C'est que les gens disent, il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi, donc essayons de ce côté-là. Il est surtout moderne, certainement moderne dans sa communication. C'est pour ça que le débat de jeudi prochain va être très intéressant. Face à Gabriel Attal. Gabriel Attal et Jordan Bardella.
Pour le reste, je ne partage pas ses idées et ses propositions. Le dernier invité qui vous a précédé, Patrice Duhamel, c'était Odem. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est un demi-finaliste dans l'émission The Voice. Il avait une question à vous poser, je vous propose de la découvrir. Quel homme politique vous avez rencontré qui n'est pas devenu président, qui, à vos yeux, aurait mérité de l'être? Ça, c'est une excellente question. Très bonne question. J'ai plusieurs noms en tête. Bah, allez-y. Michel Rocard. Michel Rocard, oui, ancien Premier ministre socialiste. Raymond Barre. Ouais. Édouard Balladur. Lionel Jospin. Ça m'aurait intéressé de les voir président de la République. Et ils auraient mérité d'être président de la République, tous ces noms que vous avez cités. Oui, je pense qu'ils auraient mérité, avec leurs qualités et leurs défauts, d'être président de la République. Oui. C'est à votre tour de poser une question maintenant, cher Patrice Duhamel. Nous recevrons demain à votre place Adrien Jeanne, chef du service politique de TF1 et LCI. La caméra se trouve juste en face de vous, sur le socle en bois. Alors, la question est la suivante. Je crois que je vais le tutoyer parce qu'on se tutoie. Allez-y. Et qu'on s'est fréquenté sur des plateaux à LCI. Tu es chef du service politique à TF1 et LCI. Quelle est la différence pour traiter de l'actualité politique entre une grande chaîne généraliste et un grand journal, des grands journaux comme ceux de 13h et de 20h à TF1, avec des millions de téléspectateurs, et sur LCI, qui est une grande chaîne d'information continue, mais où la politique n'est pas traitée de la même manière que dans les grands journaux de TF1? Très bonne question. Ça nous intéresse aussi en tant que journaliste, évidemment. On va connaître sa réponse. Absolument. Merci beaucoup, Patrice Duhamel. Merci Je rappelle que France 5 Merci. diffuse Giscard de vous à moi, les confidences d'un président. Ce sera ce dimanche en deuxième partie de soirée. Vous êtes également l'auteur du livre Le chat et le renard, où vous vous intéressez à la relation entre les premiers ministres et les présidents de la République. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci. Et à demain sur le Figaro TV.